Joséphine Macougar, oh là là, une fille à la voix langoureuse, au timbre exotique qui vous transportait sur son île. J'étais la risée de toute l'Europe, mais ça valait le coup. Elle savait s'y prendre, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais qu'est-ce que c'est que ce signe de croix de bigote? J'ignorais que nous étions sur une chaîne catholique. À 26 ans, j'étais un jeune et brillant général qui avait maté les rébellions dans les provinces. Mais pas question de m'arrêter là. Non, j'avais soif d'aventure et de conquête. Octobre 1795, Joséphine de Beauharnais, superbe veuve de 33 ans, entre dans mon bureau. Maman, mais elle respirait la sensualité. J'étais subjuguée. Mais c'était une femme perdue, et moi, j'étais encore jeune, hein, un novice en matière d'amour. Je croyais naïvement au mariage. Non, il me fallait l'oublier. Bon, quand elle m'a invitée à une de ses réceptions hebdomadaires, j'ai accepté. Mais qu'est-ce que je me sentais mal à l'aise. Un soldat entouré de tous les grands esprits de la capitale, sans parler des quelques nobles qui avaient miraculeusement échappé à la guillotine, comme elle, et qui pavoisaient dans le salon. Non mais ça caquetait trop pour moi. Tous les hommes entouraient Joséphine. Alors quand elle les abandonnait pour me rejoindre, j'étais aux anges. Mais elle jouait avec mes sentiments. Hein. Par exemple, je lui rendais plusieurs fois visite où elle ne daignait même pas me recevoir. Alors moi, je partais furieux. Le lendemain, elle m'écrivait une lettre enflammée et moi, je courais pour passer du temps chez elle. Joséphine est une grande manipulatrice qui passe très facilement de la joie à la tristesse. Et alors, elle te fait des caprices et des crises de larmes, mais avec une facilité déconcertante. Alors, ces chichis m'énervaient, mais ils me rendaient encore plus amoureux, va comprendre. Joséphine, il faut la comprendre aussi. Hein. Cette femme est une rescapée de la guillotine. Alors, elle a décidé de vivre intensément sa vie grâce à un pigeon qui paiera toutes les factures. Et le pigeon, c'était moi. Donc, je l'épouse en mars 1796. 2 jours après, j'étais en campagne contre les Autrichiens dans le nord de l'Italie. Alors, sincèrement, j'aurais préféré rester avec elle. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. C'est faux. J'étais concentrée, qui a dit ça? Non, non, non. Je n'avais juste plus le temps de faire des réunions avec des poilus barbus. Attendez. Écrire des lettres enflammées à sa femme, ça demande du temps et du calme. Oui, les officiers, ils s'en plaignaient, mais ils connaissaient quoi au doux bras dévêtu de Joséphine. En plus, les rares courriers qu'elle m'envoyait, ils étaient froids. Et moi, j'aimais pas ça. Je n'ai jamais poussé l'ennemi avec une fougue imprudente. Ça, ce sont des ragots de quelques mauvaises langues sur le terrain. Je vais vous dire une chose, ma petite dame. L'art de la guerre, ça demande parfois d'aller vite. Faut juste en finir et c'est tout. Quand Joséphine a accepté de me rejoindre au quartier général à Brescia, imaginez ma joie. Mais une armée lui barrait la route. Celle de l'horrible général Wurmser. Bon, en même temps, j'étais sur un autre champ de bataille. J'étais pas à Brescia. Mais bon, ma pauvre chérie, elle a dû faire un détour par Milan. Et tout ça, c'est la faute de l'horrible général Wurmser. Ah mais bien sûr qu'il a fait ça pour me pourrir la vie, vous pensez que quoi? Et je l'ai traqué comme un chien. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Notre amour éternel n'a pas résisté aux réalités politiques. Ah bah oui, moi il me fallait un héritier, et elle n'arrivait toujours pas à m'en donner un. Alors j'ai opté pour le plan B, Marie-Louise. Mon remariage était une nécessité, puisque Joséphine n'arrivait pas à me donner d'enfant. Et à tel point que moi, je me croyais stérile. Non, mais vous vous rendez compte du préjudice moral? Bon, il me fallait un héritier pour asseoir ma position. Alors, Joséphine, elle a compris. Bon, on a pleuré, et puis elle m'a fait ses chichis comme je le redoutais. Et puis voilà, moi je suis allée chercher Marie-Louise. Voyez-vous, une alliance avec l'Autriche permettait d'apaiser les tensions entre les deux pays. Et un ventre royal, c'est toujours bon pour asseoir sa légitimité. Donc c'est une pierre deux coups. J'ai mandé le maréchal Berthier pour la demande en mariage et pour la cérémonie civile en 1810. J'ai rencontré pour la première fois mon épouse à Compiègne. Moi, joli petit lot. Dieu merci. Consommer le mariage n'a pas été un problème. Alors Marie-Louise m'a enfin donné mon héritier. Napoléon, François, Joseph, Charles, Bonaparte. Alors, une fille vraiment bien, nous sommes tombés très rapidement amoureux l'un de l'autre. C'est quoi cette mine dégoûtée? Vous regardez votre calepin, pourquoi? Oui, j'ai eu des aventures avant, pendant et après le mariage. Et donc, vous êtes de l'Inquisition? Elle, se mêler de politique. Je vous en prie, c'est pas Joséphine. Non, elle assurait juste la régence quand moi je partais au travail. Oui, non, parce que malgré le mariage, le torchon a vite brûlé encore entre les deux pays. Et bon, il a fallu repartir à la guerre. Mais elle a eu une
très très belle preuve d'amour de ma part. Un bataillon dans ma grande armée baptisé Marie-Louise. Bon, ça leur a pas porté chance spécialement, ils ont perdu et la France avec. Mais bon, ça a eu le mérite d'exister. Vous savez qu'elle a même tenté de me rejoindre sur l'île d'Elbe. Hein. Ah, ça, c'est l'amour. Après, distance faisant, elle m'a oublié, elle s'est même remariée 2 fois. Exactement, comme Éléonore. Éléonore était une camarade de pension de ma petite sœur, Caroline. Alors, sa mère, une intrigante, l'emmenait très tôt au théâtre dans l'espoir de lui trouver un mari riche. Bon, c'est comme ça qu'elle a rencontré le sieur Rével, un beau parleur qui se faisait passer pour capitaine des dragons. C'était juste un scribouilleur dans les services d'un inspecteur général aux revues. Alors quand son aventurier de mari a pris 2 ans de prison pour faux en écriture, juste 2 mois après leur mariage, bon, Éléonore a très naturellement retrouvé ma petite sœur Caroline pour devenir une de ses lectrices. Nous nous sommes naturellement rapprochés après notre première rencontre. Ah oui, autant qu'elle profite pour elle-même des charmes sur lesquels son mari comptait vivre. Oui, en 1806. Et... Ma chère madame, épargnez-moi vos cours sur l'adultère, hein, elle était divorcée. Et d'ailleurs, elle est tombée très rapidement enceinte. Ah bah oui, non, mais moi je perds pas de temps comme les dindons aux soirées de Joséphine. Hein. Mon petit bonhomme est né un 13 décembre, moi on me l'a annoncé le 30 décembre 1806 à la bataille de Pursk. Elle aurait souhaité qu'on l'appelasse Napoléon. Léon, c'était largement suffisant. Qui a dit qu'il était le premier? Non, c'est là faire bon marché de mes autres enfants, hein, même si je ne les ai pas reconnus officiellement. La petite Joséphine, la fille du général de Souham, est née en décembre 1801. Et Napoléon Joseph, le fils de Madame du Châtel, il est né en 1804. Non, disons qu'avec Éléonore, je n'avais plus aucun doute sur mes capacités à devenir père. Et c'est cet épisode qui m'a motivée à enfin demander le divorce à Joséphine. En revanche, plus question de la revoir, elle est l'enfant. Hein. Mais par contre, je m'en suis occupée financièrement, c'est la moindre des choses. Évidemment qu'elle ne s'est pas laissée faire. Un vrai boulet, cette Éléonore. Oui, elle a même tenté de se présenter à Fontainebleau un matin où elle fut éconduite. Sans vouloir me vanter, elle, comme les autres, ne s'accrochait pas à moi pour des raisons bassement pécuniaires. Non, elles étaient mues par la passion dévorante dans leur cœur pour moi. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez des preuves, vous, qu'elle avançait avec le pied la grande aiguille de l'horloge dans notre alcôve pour en finir au plus vite? Écoutez, madame, moi, je ne me fie pas au ragot. Qu'importe. Je lui ai trouvé un mari. Philippe Augier de la Sausaille, un jeune lieutenant du 15e commandement d'infanterie. Leur union a fini au fond de la Bérésina, au sens propre. Mais Éléonore est une fille pleine de ressources. Elle s'est remariée. Elle a fait 35 ans avec le comte de Luxembourg. Elle lui a survécu. C'est une dure à cuire quand j'y pense. Un peu comme ma Marie. Un sacré phénomène, hein, la petite polonaise, haïssant particulièrement les Russes, mais détestant aussi les Autrichiens et les Prussiens. Donc on ne pouvait que s'entendre. Hein. Par contre, son affaire de la Pologne doit renaître, bon, ça faisait belle lurette que la Pologne avait été rayée de la carte et eux. Entre nous. Hein. Géopolitiquement parlant, les Polonais n'ont jamais réussi à mettre la pression à qui que ce soit. Je l'ai rencontré en 1806. Oui, l'année de naissance de Léon, ouais, c'est ça. Ouais, un gamin qui m'a d'ailleurs bien pourri la vie par la suite avec sa mère Éléonore. Hein. Il n'était pas facile à vivre. Hein. Mais bon, revenons à notre mari. Chère madame, il se raconte beaucoup de choses sur notre rencontre. Marie elle-même s'était penchée dans ses mémoires en se donnant une image d'héroïne, bravant la foule en liesse pour m'accueillir. Bon, si ça peut aider son ego, pourquoi pas. Il se raconte aussi beaucoup de choses très rocambolesques sur notre première rencontre, mais nous allons garder ma version. J'ai reçu la haute société de Varsovie, dont Marie Walewska, le 7 janvier. Et les listes d'invités étaient supervisées par Talleyrand. Et le 17 janvier, nous avons dansé, elle et moi, à un bal qu'il avait lui-même organisé. Ah oui, Talleyrand, il avait toujours les poches pleines de filles. Ce qui est sûr, c'est qu'on est très loin de cette histoire de me croiser dans le carrosse ou de me croiser à cheval quand j'arrive en Pologne. Oh, Marie était vraiment très belle. J'ai eu le coup de foudre, mais tout de suite. Alors, j'ai envoyé Berthier
et un autre aide de camp dans de fausses missions, histoire d'avoir le champ libre, hein, pour éviter toute hypothétique concurrence. Je la voulais, la Pologne la voulait dans mes bras, alors avec un peu de pression de part et d'autre, elle a cédé. Une véritable passion de part et d'autre. Oui, encore une. Si ça peut vous faire plaisir, je les aime toutes passionnément. Ce qui est sûr, c'est qu'avec elle, j'organisais mon emploi du temps pour passer le plus de temps possible à ses côtés, exactement comme je le faisais avec Joséphine. Oh, par contre, qu'est-ce qu'elle pouvait me saouler avec sa Pologne. Il faut sauver la Pologne, il faut sauver la Pologne. Voilà, j'en pouvais plus, moi, du refrain. Elle m'aimait tellement qu'elle voulait me suivre en France, sauf que moi, j'avais plus son temps. Oui, depuis la naissance de Léon, ce garçon à problème, eh bien, j'étais plutôt préoccupée par le divorce avec Joséphine. Et puis, je devais trouver une épouse dont le ventre royal allait affirmer ma descendance sur le trône de France. Voilà, alors entre une princesse autrichienne et une comtesse polonaise, excusez-moi, mais le choix il est fait. En mars 1810, durant les préparatifs de mariage, j'ai cru que j'allais enfin avoir la paix. Marie reçoit une lettre de son vieux cocu d'époux qui lui annonce qu'il va céder ses terres à leur fils aîné et lui demande de revenir. Bon débarras que je me suis dit. Oui, elle en a profité pour mettre au monde notre fils Alexandre là-bas. Et c'est vraiment un homme très bien, son mari. C'est une bonne patte. Non seulement il reconnaît mon enfant, mais il va lui-même le déclarer à l'église. J'étais en pleine lune de miel quand on m'a annoncé la naissance d'Alexandre. Donc j'ai fait envoyer de la dentelle de Bruxelles et 20 000 francs or. C'est la moindre des choses. Par contre, Marie est devenue aussi pot de colle qu'Éléonore. Alors, elle, quand elle s'ennuie, au lieu de prendre un livre, elle vient à Paris. Et tout ça à mes frais. Je me suis arrangée pour que tous ses désirs soient exaucés parce que c'est quand même la mère d'un de mes enfants. Mais bon, à un moment, il n'empêche, c'est une ingrate. Ah, mais même si l'amour se termine, on peut avoir encore un peu d'affection au lieu de me considérer comme un portefeuille sur pattes. Ah non, je n'exagère pas, madame. Écoutez, quand j'étais sur l'île d'Elbe, elle m'écrit juste pour me demander de l'aider à récupérer les terres de notre fils Alexandre qui ont été confisquées par Murat. Bon, c'est un peu fort. Prends quand même de mes nouvelles. Je lui ai demandé de venir discrètement sur l'île pour qu'on en parle. Ah ben, tu veux quelque chose? Tu vas mettre un peu d'effort. Marie, peur. Oh non. Pensez-vous, elle est venue, On a discuté toute la nuit dans une tente. Bon, après, toute l'île était au courant, ce n'était plus aussi discret que ça en avait l'air. Oui, on peut retenir que j'ai été un homme à femme, j'ai eu beaucoup de maîtresses, j'ai eu beaucoup d'enfants, mais je m'en suis toujours très bien occupée. Pensez à Henri VIII et ses nombreuses épouses, dont beaucoup ont été décapitées. J'ai pas été comme ça, moi.